50e numéro de Téléfoot 1 est placé sous le double signe des Coupes d'Europe et du championnat. Et puisque nous parlons du championnat, pourquoi ne pas voir tout de suite les résultats de cette 18e journée, ou des résultats tout chauds puisqu'ils datent à peine de 10 minutes. Les voici ces résultats, en commençant par Strasbourg, notre club européen qui marque 3 buts à domicile contre Nancy. Les buts de Strasbourg sont de Dutchman, Piasecki sur penalty et Marx. Saint-Étienne, et ça c'est la surprise du jour, battu à domicile 3-1 par Bordeaux, un Bordeaux qui s'est vengé d'une humiliation il y a quelques jours. Larios a marqué pour Saint-Étienne, Bordeaux, Vergne a marqué un but et Tota 2 buts. Monaco, qui a été mené sur son terrain par Paris Saint-Germain, s'est bien repris. 2 buts pour Monaco par Nogues Ionis, et Daleb avait ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Laval-Lyon, si vous ne voyez pas de résultat, c'est que le match a été arrêté par le brouillard. Il a repris, et à quelques minutes de la fin, alors que Laval menait 2-1, le match a été à nouveau interrompu. Les buts ont été marqués par Giachetti et le Chantre pour Laval, alors que Tigana avait inscrit un but pour Lyon, mais rien de définitif, puisqu'on ne sait pas si le match va reprendre ou pas. Nous vous tiendrons au courant pendant cette émission. Nantes, 5 buts contre Nice. Décidément, la défense de Nice ne va plus. Les buts de Nantes ont été marqués par Michel, Pécou, Amis et 2 buts de Rampillon. Nîmes battu chez lui, c'est l'autre surprise de la journée, par un Marseille qui s'est tout à fait retrouvé. Les 2 buts de Marseille sont de Fernandez et Flores. Le but de Nîmes a été inscrit par Marguerite. Reims, vainqueur chez lui, 2e victoire de la saison, 2-1 contre Valenciennes. Les buts de Reims ont été l'œuvre de Camara et Santa Maria, alors que Chevalier avait marqué pour Valenciennes. Enfin, le Paris Football Club au Parc des Princes bat Angers par 3 buts à 0 et confirme ainsi son redressement. Les buts de Paris FC ont été marqués par Agnol, Bravo et Beltrami. Bien entendu, les 2 résultats qui manquent en fond de tableau, maintenant vous connaissez le processus, c'est tout simplement parce que vous en verrez de larges extraits au cours de cette émission, en fin d'émission. Et là, il y aura vraiment des difficultés de montage vu l'horaire de notre émission, c'est-à-dire que nous avons été avancés de quelques minutes. Nancy, mercredi soir, a montré qu'il n'avait pas encore la dimension européenne, c'est-à-dire celle qui permet de se surpasser dans les occasions importantes. Nous avons tous suivi sur les écrans d'Antenne 2 ce match en direct. Aussi, c'était tellement évident que nous ne reviendrons pas vraiment sur la partie elle-même. Mais, avec Michel Denisot, nous avons voulu savoir comment étaient les joueurs avant une rencontre de Coupe d'Europe, comment ils se comportaient à la mi-temps, et là c'est la première fois que les caméras rentrent à la mi-temps dans les vestiaires, et comment on pouvait supporter une défaite à ce niveau. En somme, c'est une caméra indiscrète dans les coulisses d'un match de Coupe d'Europe mené par Michel Denisot. 18h30, mercredi soir. Loyal, le gros toutou d'Olivier Rouillet, descend de voiture avec son maître. Tous les deux, le stade Marcel Picot, ils connaissent. Loyal, qui suit entre parenthèses tous les entraînements et tous les matchs, fait un peu partie de l'effectif d'Antoine Rodin. Il est toujours là, et mercredi dernier, pour le grand soir plus que jamais. Car à Nancy, les habitudes n'ont pas été changées. Coupe d'Europe ou championnat, le programme est toujours identique pour les rencontres à domicile. Mise au vert, 24 heures en forêt de Haye, puis chacun descend au stade avec sa propre voiture, 2 bonnes heures avant le coup d'envoi, et les fidèles sont déjà là. Premier contact avec les vestiaires, chacun à sa place précise. Rouillé par exemple, c'est là tout de suite en entrant près de la porte, à proximité de Moutier. Un peu plus loin, là c'est Rubio. Et enfin, voici la place du capitaine Carlos Curbelo. 19 h, le rite est bien établi dans la tribune de presse pour voir le lever de rideau, malgré les apparences désinvoltes, malgré une décontraction plus ou moins réelle. Rouillet et les autres sont déjà dans le match.
La preuve, loin des curieux, ce tête-à-tête rapide et sérieux avec Michel Platini, c'est de la s'estime et s'apprécie, rouillé écoute. Pour s'en sortir, il faut marquer en première mi-temps, dira Platini. 19h30 vestiaire, cette fois chaque geste est automatique, dans la tête, c'est autre chose. 19h45, échauffement derrière les tribunes, l'espace est réduit. 20h, 20h15, tout va très vite, quelques mots de Rodin, et c'est 20h29. La suite, je vous la rappelle, après l'entrée des équipes. Dans une ambiance extraordinaire, plus de 25 000 spectateurs à Nancy. D'abord, deux occasions très franches pour cette équipe de Nancy en première mi-temps. Nancy qui avait un but de retard. Celle-ci sur coup franc passe de Rubio à Curbelo. Un boulet de canon tout près de la lucarne d'Ingel. Un premier grand frisson. Nous revoyons ce tir au ralenti. Deuxième grand frisson au départ de l'action Delpierre. Rubio. À nouveau Delpierre. Janol, Rubio qui lance Pierrez dans les 18 mètres, et remarquable sortie du gardien suisse. On en reparlera longtemps de cette occasion de Nancy à la 20e minute, une occasion que nous revoyons donc également au ralenti. Score 0-0 à la mi-temps, et là, regardez dans quelques instants ce petit document. Les dirigeants et les joueurs de Nancy ont eu l'amabilité de nous laisser filmer dans les vestiaires, et nous les en remercions. Quelques minutes avant la reprise, c'est le silence. Et dans le regard de certains, on croit déjà lire la déception. Platini est là, près du numéro 10, Paco Rubio. Perdrio, Zénier. Rubio. Neubert. Curbelo, Janol. Et Pierrez. Ils sont tous un peu figés, presque pétrifiés. Mais le répit est court. Maintenant, tout va aller encore plus vite. Premier but du Servette, Amberg sur la gauche. Tête très précise d'Elia. Et c'est le premier but. Centre au millimètre d'Amberg pour Elia, un peu oublié par les défenseurs. Les carottes sont cuites, croit-on? Eh bien, pas encore. Car Zénier égalise sur penalty du pied gauche. 1-1. Si Nancy marque un nouveau but, on jouera les prolongations. Pas question, vous le savez, car c'est le Servette qui prend le large et se qualifie sur cette action. Pfister donne pour Schneider. Le ballon passe à quelques millimètres seulement du poignet de Moutier, mais le Servette est maintenant qualifié. À la dernière minute, Nancy égalise pour la forme et pour l'honneur sur un tir réflexe d'Pierrez qui fut l'un des meilleurs de son équipe. L'aventure de Nancy en Coupe des Coupes s'achève au deuxième tour, pas mal quand même, pas mal non plus, le fair play des Nancéens, une fois la déception un peu amortie, avec les proches et les amis comme Roger Piantoni. Ils n'ont pas cherché d'excuses, les joueurs de Nancy, ils ont tous reconnu que le Servette était meilleur qu'eux sur l'ensemble des deux matchs, et pourtant des excuses, il y en avait. Pintena blessé, Merchadier blessé, Platini blessé, mais demain, ça ira mieux, comme nous l'a dit Olivier Rouillet.
Bon, bah là, maintenant, il faut tourner la page, on a éliminé la Coupe d'Europe, il faut reprendre le championnat, même sans Michel, bon, on en a plus pour longtemps puisqu'il reviendra au mois de janvier, ce sera à nous, encore le temps qu'il n'est pas là, d'essayer de tirer le maximum de points, pour quand on va le retrouver, de repartir du bon pied. Il restera la Coupe de France. Et il restera la Coupe de France, on l'a gagné cette année, pourquoi pas l'année dernière, pardon, pourquoi pas cette année. Les choses du football sont comme celles de la vie. Au même moment, la tristesse des Nancéens coïncidait avec la joie de leurs voisins alsaciens. En effet, on apprenait à Strasbourg que l'équipe avait tenu. Elle avait tenu d'ailleurs les promesses. Elle avait tenu ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire un match héroïque. Vainqueur 2-0 match aller, les Strasbourgeois devaient tenir là-bas, à Édimbourg, face aux Hibernians, et ils ont tout à fait rempli leur contrat. Ils ont joué dans l'esprit qu'impose Gilbert Grèce. Nous n'avons pas encore vu des images de ce match, alors je vous propose de larges extraits de la rencontre, grâce à l'obligeance d'ailleurs de la BBC qui a pu nous fournir ces images, et aux commentaires de notre envoyé spécial Jean Réal qui était sur place. Les Écossais d'Édimbourg jouent en maillot vert, les Strasbourgeois en bleu. Battu 2-0 match aller, Édimbourg attaque dès le début de la rencontre, et dès la 11e minute, vous allez voir qu'ils vont être dangereux par Higgins, Rae et Murray. Il faut que Dropsy sorte pour dégager au pied. Mais Strasbourg, sur le terrain des Hibernians, contre-attaque très souvent, et souvent dangereusement. Là, c'était Piasecki qui s'est fait prendre la balle par Stewart, le capitaine écossais. Et toujours cet Higgins qui a fait voir un peu de toutes les couleurs, surtout du vert, le vert du gazon, à Marx, l'arrière droit strasbourgeois. À nouveau, une attaque des Strasbourgeois par Piasecki, qui alerte Gemrich, qui prend de vitesse la défense écossaise. On a cru au but, là, les 300 supporters Strasbourgeois ont crié but. Hélas, la balle est passée à côté. Mais c'est pour vous montrer que, alors qu'il y a une nouvelle attaque maintenant des Écossais par Bremner, le numéro 4, qui a donné à son arrière-gauche Smith, numéro 3. À nouveau Bremner. On cherche qui? Monsieur Higgins, le numéro 11, qui malgré Marx va arriver à centrer. Tête de Rae, et Murray encore lui reprend, mais alors là nettement au-dessus des buts gardés par Dropsy. C'était en tout cas une très belle attaque de la part des Écossais. À une minute de la fin de la première mi-temps, alors que les Écossais sont toujours à l'attaque, par MacLeod, le numéro 8, c'est à nouveau la contre-attaque des Strasbourgeois, mais la balle revient dans le camp français. Et vous allez voir une faute de Marx. Alors qu'Higgins, toujours lui, à la balle. Et Marx a fauché, semble-t-il, involontairement Brebner. L'arbitre, M. Chorel, qui est allemand de l'Est, sort un carton jaune. C'est le deuxième pour Marx en Coupe d'Europe. Il ne jouera donc pas contre Duisbourg. À la mi-temps, 0-0, le plus dur était fait pour Strasbourg. Strasbourg qui va subir en seconde mi-temps le pressing écossais. Attaque de Murray. Fauchage de Novi. Là, l'arbitre ne dit rien. Et Hutchinson, lui aussi, en remet un peu et tombe à son tour. Il se relève quand même, mais là, l'arbitre aurait peut-être dû siffler une faute. Enfin, c'était le deuxième match international qu'arbitrait l'Allemand de l'Est, M. Klaus Schorel. Et toujours ces attaques incessantes des Écossais, toujours les premiers sur la balle. Qui joue maintenant à gauche, bien entendu, avec Higgins, qui était cette fois-ci en position d'ailier droit. Mais Strasbourg est toujours dangereux par contre-attaque. Là, vous avez vu du Guépérou, le capitaine, avec son brassard. Gemrich, toujours aussi dangereux, qui cherche Piasecki. À nouveau Gemrich. Piasecki maintenant, pour tenter en position d'ailier droit. Un beau centre, une transversale. Et malheureusement, le Strasbourgeois ne peut que mettre en touche. C'était difficile à reprendre de la part de Gemrich. Nous attaquons maintenant la fameuse 63e minute. Regardez bien. Il y a une touche pour les Strasbourgeois. Donc en principe, pas de danger pour l'équipe française. Touche pour Strasbourg, mais il va y avoir une mésentente, un petit cafouillage. En tout cas, les Écossais seront plus rapides. Et une faute de Specht sur Murray. C'est un coup franc pour les Écossais, après cette perte de balle par les Strasbourgeois.
Duncan s'approche pour le tirer, le donne à Murray, qui s'infiltre. Un premier tir, alors que regardez bien, McLeod est complètement hors jeu, tire d'Hutchinson, il arrive, et là c'est McLeod qui marche sur le gardien de but, et regardez bien à gauche, voilà, McLeod est tombé, Piasecki a commis une faute sur lui, et le ralenti va nous permettre de constater, alors que les deux joueurs sont à terre, que les Écossais ont commis deux fautes. Vous voyez, McLeod est nettement hors jeu, au moins de 3 mètres. Et sur le tir d'Hutchinson du pied gauche, vous allez voir comment McLeod va mettre les pieds sur Dropsy. Il y avait donc une double faute. Quant à Piasecki, et je vous l'annonce un peu à l'avance pour que vous regardez bien, il ne semble pas qu'il ait donné un coup de tête. C'est difficile à dire sur ces images que nous ont procuré la BBC. Vous voyez le pied de McLeod sur Dropsy. C'est donc, après le hors-jeu, une deuxième faute qu'aurait dû siffler l'arbitre. Et regardez bien, tout à fait en haut à gauche de l'écran, à mon avis, Piasecki a plutôt donné un coup de coude. En tout cas, McLeod allait vers lui. Quoi qu'il en soit, M. Cherel accorde le pénalty aux Écossais, alors que Dropsy est toujours à terre et que McLeod s'écroule. Il en rajoute un petit peu car il sera vite rétabli pour tirer précisément le pénalty. Et l'arbitre qui va chercher la balle, les Strasbourgeois protestent, car évidemment M. Cherel aurait dû siffler des fautes écossaises avant ou le hors-jeu de McLeod. Quoi qu'il en soit, c'est un pénalty que va tirer McLeod, qui s'est relevé pour le tirer. Et vous le savez bien sûr, il va le réussir, il va prendre Dropsy à contre-pied, alors qu'il reste 31 minutes à jouer. C'est-à-dire que sur l'ensemble des deux matchs, Strasbourg n'aura plus qu'un but d'avance, puisque les Strasbourgeois avaient gagné par 2-0 au stade de la Ménie. Et Dropsy s'avance, cela fait partie un peu des ficelles du gardien de but qui essaye d'énerver un peu le tireur de pénalty. Mais pas de problème pour McLeod qui prend Dropsy à contre-pied. Plus qu'un but à rattraper en une demi-heure de jeu. Le public écossais en tout cas y croyait à ce moment-là. Et les joueurs écossais, vous voyez qu'il applaudit à tout rompre. Les joueurs écossais qui ne se découragent jamais, y croyaient encore plus que leur public. Et jusqu'à la fin de la rencontre, McLeod, le marqueur du pénalty, comme on montre en gros plan, celui qui a réussi le pénalty et qui met la balle au milieu du terrain car il veut bien sûr que les Strasbourgeois se dépêchent alors que prennent tout leur temps pour engager. C'est la formule de la Coupe d'Europe en match aller-retour qui veut ça. Et Strasbourg maintenant va essayer de garder la balle, mais ça va être très difficile contre une équipe comme celle des Écossais qui n'hésite pas, là Hutchinson, vous voyez, se dépêche, n'hésite pas à tacler des deux pieds. C'est le football britannique avec toute sa vigueur. Et ça va être la furia écossaise jusqu'à la fin, mais avec quelques contre-attaques, tout de même des Strasbourgeois qui ont bien failli réussir un ou deux buts. Là, on essaye un peu de garder la balle par Doshman. Les longues balles en avant et tout de suite, à nouveau, par Breitner, les Écossais. Breitner, McLeod, en position d'ailier droit, McLeod qui centre, une tête de Higgins et beau plongeon de Dropsy qui détourne en corner. Là, les Strasbourgeois ont eu vraiment très chaud. C'était presque le 2-0, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être fallu jouer la prolongation. Sur corner, regardez bien le numéro 9, en principe, les Écossais cherchent toujours la tête de Hutchinson avant-centre. Et il y a Marx qui est très grand dans cette défense, c'est donc quand même difficile de marquer des buts de la tête, même lorsqu'on est britannique, lorsqu'on est écossais. Vous voyez, on cherchait la tête d'Hutchinson, et en fait c'est la défense strasbourgeoise qui a dégagé. Mais la balle n'est jamais perdue pour les Écossais. Dans les dernières minutes, qui vont paraître très longues aux 300 supporters français, il y avait quand même quelques supporters strasbourgeois, les Écossais vont toujours essayer de marquer ce deuxième but, qui leur vaudrait une prolongation, et avec l'avantage de la jouer sur leur terrain. Là, Specht a dégagé une extremis en corner, alors qu'un joueur écossais était très bien placé. C'est un nouveau corner. Toujours une balle très aérienne, mais une faute commise par un attaquant écossais qui permet à Strasbourg de se dégager, mais pas pour longtemps. Car ce sont encore les Verts qui sont à l'attaque. Mais les Verts, cette fois-ci, vous savez, sont les adversaires des Français. Un centre de Duncan, plutôt une tentative de transversale.
Le capitaine du Guépérou, on essaye de garder la balle, de gagner du temps par Gazeki. Et là, vous allez voir que Strasbourg a failli marquer le but de la délivrance. Regardez un but de McDonald sur ce tir de Gambrich, doit s'y reprendre à 2 fois pour arrêter la balle. On a bien cru que le but était réussi par Gambrich. Quoi qu'il en soit, c'est la victoire des Hibernians d'Édimbourg par 1-0, mais la qualification méritée des Strasbourgeois sur l'ensemble des 2 matchs. Il y a eu pas mal de surprises dans ce deuxième tour des Coupes d'Europe, en particulier certains grands seigneurs du football qui ont été obligés de quitter prématurément cette épreuve. Cela, pour eux, en général, c'est pratiquement une humiliation. Nous allons voir comment ces clubs ont quitté la compétition grâce à la séquence et buts venus d'ailleurs. Depuis hier, nous connaissons donc le prochain adversaire de Strasbourg. Il s'agit du club allemand de Duisbourg, que nous voyons ici réussir un but par Worm, le premier des 3 buts infligés à Carl Zeiss Jena mercredi dernier. A noter que le 3-0 qui a qualifié Duisbourg a été acquis pendant les prolongations. Au match aller à Jena, le score avait été nul 0-0. Cette équipe de Duisbourg est actuellement 15e du championnat allemand, mais il semble que les joueurs entraînés par Dietrich Weiss méritent plus de considération que ne le laisse supposer leur classement. La vedette est incontestablement l'international Bernard Dietz, qui fut le grand homme du match contre Jena. Mais Duisbourg compte aussi dans ses rangs Kurt Jara, qui vient ici de marquer le 2e but, l'international autrichien que vous connaissez bien pour l'avoir vu évoluer en Argentine sous son maillot national. Dans l'attaque allemande, 2 joueurs seront particulièrement dangereux pour la défense de Strasbourg. Il s'agit de Ronald Worm et Rudolf Seliger, qui va réussir bientôt le 3e but de son équipe. Au demeurant, cette formation qui ne possède pas le standing du Bayern, de Borussia de Mönchengladbach ou même de Stuttgart, se caractérise par un football physique mis au service d'un esprit de coupe. En réalité, il semble que le tirage au sort a réservé à Strasbourg un adversaire de niveau équivalent au sien et qui pratique un football dans un esprit proche des conceptions de Gilbert Gress. En résumé, les blancs et bleus de Duisbourg paraissent à la portée des bleus et blancs de Strasbourg. Valence Piteski, 34e minute, coup franc, un maître coup de pied de Kempes. 1-0 pour Valence qui joue en sombre. Et le goléador du mondial n'a pas terminé pour autant. 6 minutes plus tard, c'est lui qui récidive. Décidément, Mario a retrouvé sa forme argentine. 2-0, c'était le score à la mi-temps en faveur de Valence qui joue en maillot rayé. 48e minute de jeu, les Roumains en blanc vont réduire la différence par l'intermédiaire de Thomas. « 71e minute, coup franc de Kempes et l'autre vedette de l'équipe, Rainer Bonhoff, surgit et bat le gardien roumain à bout portant. Trois minutes plus tard, l'Espagnol Sora de la tête porte le score à 80 en faveur de Valence. Mais ce n'est pas terminé pour les 75 000 spectateurs, ils auront d'autres buts. Par l'intermédiaire d'ailleurs des Roumains, qui ne s'en voient jamais battus, vont réussir à tromper la défense de Valence par l'intermédiaire de Iovanescu. 4-2, Valence ne s'attient pas là. 85e minute, l'arbitre laisse jouer l'avantage sur une faute passive d'un penalty et Salsona confirme le succès de Valence, 5-2. Valence est qualifié. Standard de Liège-Manchester, les Belges du Standard jouent en blanc et profitent d'un coup franc pour une faute sur Gerecht, sanctionné par l'arbitre qui d'ailleurs à cette occasion sort un carton jaune contre le défenseur de Manchester qui s'est rendu coupable de la faute. Qui va tirer ce coup franc? Peut-être Graf? Non. Sergio Vinson, le numéro 10, se déplace, prend ses marques et ballon magnifique, travaillé de l'intérieur du pied gauche
C'est un but pour le Standard que nous revoyons pour le plaisir. Le tireur, Serge Vincent. 84e minute de jeu, Renquin, là-bas sur la gauche, va tenter de tirer. Il y aura une faute de main de la défense anglaise. La voici, et donc pénalty, sifflé normalement par l'arbitre. Ne cherchez pas le tireur, c'est encore le même, monsieur Serge Vincent, délégué au coup de pied arrêté, et qui marque ici pour le Standard. Mais le Standard vainqueur 2-0 est éliminé à cause de sa défaite 4-0 lors du match aller. L'Ajax en blanc jouait à Lausanne, 9e minute, Erkens s'échappe et bat de près le gardien suisse Bergner. Ajax 1, Lausanne 0. Le revoici ceux. Deuxième minute de jeu, un centre de la droite de Tomata qui va trouver là-bas Schonaken qui remet de la tête et Clark prolonge. Ajax 2, Lausanne 0, un bien beau but. Schonaken de la tête. Clark au premier poteau. Le gardien battu de près. 35e minute de jeu. Cette fois-ci, c'est Clark qui centre et Arnesen qui tire. Tir très tendu sous la transversale. Ajax 3, Lausanne 0. Le même par la caméra placée derrière les buts. Et beaucoup plus évident. 83e minute, un centre de Eversé de la gauche et un 4e but signé Clark. 4-0, c'est pratiquement un paradoxe. En effet, l'Ajax avait péniblement vaincu chez lui sur le score de 1-0 lors du match aller. Et là, il réussit 4 buts à Lausanne. Les Néerlandais sont bien entendu qualifiés pour le tour suivant. Le match vedette de la Coupe des Coupes, Barcelone-Anderlecht. Rappelez-vous, les Espagnols avaient été battus 3-0 à l'aller. Et regardez bien, sur la gauche, c'est Krankel. Tire, bat Debris dans un angle impossible. C'est le premier but qui fait hurler de joie les 80 000 spectateurs de Barcelone. Nous le revoyons ce but. Krankel, le soulier d'or européen, feinte une passe en arrière et réussit avec la complicité du poteau. 45e minute de jeu, toujours 1-0, mais Heredia va porter le score à 2-0, ce qui donne un espoir fou aux Barcelonais qui n'osaient l'espérer. Il reste 6 minutes à jouer, Anderlecht est toujours qualifié, mais Zouvira réussit le but de l'égalisation dans le délire que l'on devine, et illustré d'ailleurs par ce spectateur qui se lève et masque la caméra. On en arrive au pénalty, Gils rate le sien, les autres Belges aussi, alors que Niskens réussit lui et qualifie les Espagnols. En Coupe des Champions, les Suédois de Malmö, les tombeurs de Monaco, recevaient les Soviétiques de Kiev. 9e minute, le tir d'Anderson, un mauvais renvoi de Bouliat et Servin bat Jurkowski. Malmö mène sur le score de 1-0. Cela, c'est déjà une surprise. Anderson, le gardien rate. Bouliat ne peut dégager. Servin contrôle de la poitrine, puis de la tête. Les Suédois mènent. 34e minute, un corner tiré par Bolarsson. Tapper touche la balle. Christensen aussi. Et Kinval, lui, prend tous les risques. Il met fin ainsi aux espoirs des Soviétiques, déjà tenus en échec, 0-0 chez eux à Kiev lors du match aller. Décidément, plus rien ne va dans l'équipe de Oleg Blocky. Autre surprise de ce deuxième tour, la victoire des Glasgow Rangers à Eindhoven. Et pourtant, regardez, les Néerlandais avaient ouvert le score par Lutze. Vainqueur de la Coupe UEFA l'an dernier, on s'attendait à ce que Eindhoven reste maître sur son terrain. Malgré la hargne traditionnelle
des Rangers. Loupsé en demi-vol. Mais Glasgow va égaliser. Un but de la tête d'ailleurs, typiquement britannique, réussi par McLean. Voilà, en force. Alors que dans la défense de Eindhoven, on essaie d'expliquer ce but. Un peu trop tard. Nous le revoyons. C'est l'égalisation pour les Glasgow Rangers sur le terrain d'Eindhoven. Mais comme c'est souvent le cas, Eindhoven, à domicile, va reprendre l'avantage. Un centre de Brands et l'arrière Deckers dans une position acrobatique. Marque un deuxième but. Mais regardez, sur un coup franc, Johnson, McGrady en prolongeant de la tête. L'avantage d'Eindhoven aurait été de courte durée. De partout, tout est à refaire pour les deux clubs. On pense qu'Eindhoven va se qualifier, mais Russell, servi par McLean, marque un troisième but qui élimine les Néerlandais, un des favoris. Et maintenant, il faudra se méfier de ces Écossais, des Glasgow Rangers, qui peuvent surprendre d'autres seigneurs européens. Voyons maintenant, si vous voulez bien, le tirage au sort de cette Coupe de l'UEFA, qui a un troisième tour à jouer, alors que vous savez que la Coupe des Champions et la Coupe des Coupes ne reprendra qu'au mois de mars, si vous voulez bien, Solange Peter. Voilà. Strasbourg-Duisbourg, bien entendu, vous êtes au courant. Mönchengladbach jouera chez lui d'abord avant de se rendre à Wrocław, en Pologne. Stuttgart-Prague. Andvel, le club hongrois, recevra l'Ajax. Match au retour difficile en perspective pour les Hongrois. Un choc Milan AC qui a fait forte impression contre Manchester City. Enfin, l'Étoile Rouge de Belgrade et Yougoslave affronteront Arsenal. Valence, que nous avons vu à l'œuvre tout à l'heure, aura affaire aux Anglais de West Bromwich. Un beau choc aussi. Et puis le petit poussé un peu en définitive de cette Coupe UEFA, Esbjerg, le Danemark, rencontrera le club allemand de Hertha Berlin. Je vous rappelle qu'ils joueront le 22 novembre pour les matchs allés et le 6 décembre pour les matchs retour. Mais Sochaux, c'est un match de championnat, c'est un derby de l'Est, mais c'est aussi peut-être, en le programmant bien entendu, une façon d'approfondir pourquoi un club à petits moyens comme Sochaux réussit, obtient de bons résultats, et pourquoi à l'inverse l'autre, c'est-à-dire Metz, avec sa palette d'internationaux français et étrangers, ne parvient pas à tenir ses promesses, en tout cas ce que l'on avait vu en début de saison. Alors voilà, 10 minutes de cette rencontre qui vous est commentée par Didier Roustan sur des images de Alfred Elter et la station FR3 de Strasbourg. Metz-Sochaux, voilà un match qui s'annonce intéressant entre deux équipes qui occupent depuis ce début de championnat les premières places. Sochaux joue en jaune sur la droite alors que Metz joue avec ses traditionnels maillots grenat. Sur la gauche donc, nous sommes à la 20e minute de la partie. Djadaoui sur l'aile gauche est aux prises avec Philippe Mahut. Il bénéficie d'une touche. Entre-temps, c'est-à-dire dans les premières 20 minutes, il ne s'est rien passé. Vraiment rien. Et la première action intéressante se situe à la 20e minute. C'est ce tir de Meyer envoyé par Ray. Patrick Révéli qui a bien suivi, mais le gardien international renvoie une deuxième fois un corner qui ne donnera rien. Et nous retrouvons Metz cette fois en position d'attaque avec le numéro 8 Brassiglio. Brassiglio qui remplaçait ce soir Christian Signaigel, le capitaine messin et ex-stéphanois, étant toujours blessé. Battiston qui passe à Zaramba. Un tir, un but, mais je vous dis tout de suite que M. Meus annulera le point, car Zaramba était sur la même ligne que Djadaoui. Il était donc hors jeu. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Une première mi-temps bien triste donc. Nous vous avons montré les deux actions les plus intéressantes. Et dans cette deuxième mi-temps, on s'attend bien sûr à un réveil des 22 acteurs. Malheureusement, il n'en est rien et nous en sommes ici à la 81e minute de la partie. Mais en 9 minutes, on ne sait jamais, on peut toujours marquer un, voire plusieurs buts. Alors, restez tout de même attentifs. Et c'est Sochaux avec Patrick Révéli. Sochaux qui a dominé
assez largement cette rencontre. Ici, c'est Benoît qui passe à Patrick Révelli, ici en position d'ailier gauche. En retrait pour Ivezic qui a changé d'aile, il passe à son arrière droit Didier Dufour. Vous voyez, ça ne joue pas bien vite. Mais du côté de Metz, on ne vient pas chercher le ballon. C'est tout de même surprenant dans la mesure où Metz reste sur 3 défaites et évolue tout de même à domicile au stade fétiche de Saint-Symphorien. Posca qui donne tranquillement sur la gauche. Le ballon finalement en touche pour Metz alors que monsieur Meus sort un carton vert. Vous allez savoir tout de suite pourquoi. C'était le joueur qui était à terre tout à l'heure. C'est le petit ailier droit Souto qui est victime de crampes. Il sera remplacé par Rémy. Toujours Sochaux à l'attaque et Metz qui défend. Décidément, Metz alterne le bon et le moins bon. Le bon, c'était il y a maintenant plusieurs mois, en tout début de championnat. Metz était alors leader avec 4 victoires consécutives. Metz qui est dominé par Sochaux. Sochaux qui est resté sur une série impressionnante de 8 matchs sans défaite, mais qui reste sur 2 contre-performances. Ici un tir de Kasperzak, un petit peu à l'image de ce match. Tous les tirs étaient mal cadrés. Je vous disais donc que Sochaux reste sur 2 contre-performances. Une à Nîmes, une défaite 4-2, et puis un match nul. Vous l'avez vu il y a une semaine avec Jean Rénal dans Téléfootin, un match nul contre Lille, 1 but partout. Voilà, Benoît prend tout son temps. Il faut dire qu'un match nul, cela fait l'affaire de Sochaux. Et Batz va pouvoir dégager tranquillement. Ce serait trop bête tout de même de prendre un but dans les dernières minutes quand on a dominé la majeure partie de la rencontre. Et voilà, le Martiniquais et libéraux Gay passe tranquillement à Batz. Et le public qui siffle, bien sûr, le public qui crie remboursé, remboursé. En début de deuxième mi-temps, il criait Rastol démission. Si vous suivez assez peu le football, je vous précise que Marc Rastol est l'entraîneur de l'équipe de Metz. Mais dans cette situation, c'est un petit peu facile, bien sûr, de blâmer l'entraîneur. L'entraîneur n'est sans doute pas le seul coupable. Toujours Sochaux, on dégage un petit peu n'importe comment. Une tête, une autre de Gay, le ballon pour Sochaux. Et Posca qui ne fait pas de détails et qui renvoie dans le camp messin, et Ré qui n'aura pas eu beaucoup de travail cette soirée, tout au long de la soirée, pardon. Il se sera contenté de relancer ses joueurs à la main, comme sur cette action. Metz à l'attaque avec Rémy qui est rentré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la place de l'ailier droit Souto. Gay, décidément, qui ne prend aucun risque. Et Metz qui n'accélère pas le jeu, tout simplement parce qu'il n'en est pas capable. Rémy un petit peu en difficulté avec 2 joueurs. Jeskoviak, là regardez bien, Jeskoviak passe génie et un très vilain geste de Rémy. Jeskoviak blessé au genou qui va quitter le terrain et qui grimace de douleur. Monsieur Meus intervient. Et Jeskoviak va être évacué du terrain. C'est vraiment dommage, mais c'est assez courant dans ce genre de match. Et Rémy qui écope ici d'un avertissement. Pour le coup franc, nous allons retrouver Guinguini. Guinguini qui était rentré en cours de deuxième mi-temps à la place de Meyer. Léon Meyer, car il y a en fait 2 Meyer à Sochaux. Thierry Meyer qui était rentré également en cours de partie et Léon Meyer qui était titulaire au poste d'ailier gauche et qui avait été donc remplacé par le jeune Guinguini. Voilà. On prend vraiment tout son temps.
Djadaoui. Non, ce n'est pas Guinguini qui va tirer ce coup franc finalement. Il est un peu loin, c'est Djadaoui qui donne au numéro 10 Svanto Ivezic, le meilleur buteur de ce championnat, avec 14 buts. C'est un petit peu une sorte d'exploit dans la mesure où Ivezic, vous le savez, joue au milieu de terrain, tout comme Djadaoui qui faisait sa rentrée en poste de milieu de terrain défensif, alors que depuis le début de la saison, il évoluait comme libéraux. Ici, vous avez vu encore un vilain geste de Rémi, en la personne de Benoît qui n'est pas très content. Il s'est calmé ici par l'arrière-gauche Messin Génie. Rémi, donc, qui frise sur cette action l'expulsion. Et voilà le coup franc de Guinguini. Guinguini qui est un spécialiste de ce genre de coup franc. Un mini-mur. 2 joueurs seulement. Avec Guinguini, on ne sait jamais. Alors, un troisième qui arrive. Il repart, il revient. De toute manière, le coup franc est contré. Djadaoui en retrait pour Patrick Révelli. Plus exactement Posca, aux prises avec le stopper Philippe Mahut. Un tacle un peu sévère, mais voilà un très joli geste de l'arrière Posca. Finalement, c'est une remise en touche. Et l'arbitre, Monsieur Meus, oui, qui siffle ici la fin de la partie. Donc, match nul entre Metz et Sochaux 0 à 0. Je vous l'ai dit, une bonne affaire pour Sochaux. Mais Metz, la situation de Metz devient de plus en plus inquiétante. Donc Metz et Sochaux 0 à 0 au stade de Saint-Symphorien ce soir. C'est une bonne affaire pour Sochaux, ce n'est pas une très bonne affaire pour Téléfoot. Je dois dire que lorsqu'on sélectionne les matchs, vous savez que le principe c'est de voir tout le monde. Sinon on ferait toujours, bien entendu, on ferait Strasbourg, le club qui est en tête contre l'autre, ainsi de suite, et on ne verrait pas les autres équipes. Donc j'essaie de faire tourner toutes les équipes, et puis de temps à autre, ce qui arrive, bien entendu, c'est de tomber sur un match pareil. Parce que vous avez vu les dernières minutes, mais si nous avons monté ainsi les dernières minutes, c'est tout simplement parce que tout le match était ainsi. Il ne se passait strictement rien. C'est un football tout à fait négatif. Le spectacle de temps à autre ne vaut pas la peine, mais si on savait à l'avance combien le choix serait facile. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de cette émission, et en attendant qu'on soit prêt à Lille, puisque vous savez que nous allons diffuser des extraits de Lille-Bastia, je voudrais vous remontrer les résultats de première division. Peut-être n'en avez-vous pas connaissance. Ça va peut-être, si vous voulez bien passer sur le panneau quand nous le revoyons, puisque pour savoir que Strasbourg a gagné contre Nancy, c'est un peu le match des Européens par 3-0. Saint-Étienne, c'est la surprise de la journée, battu à domicile par Bordeaux. Monaco reste maître chez lui après avoir été mené par le Paris Saint-Germain. Ah, Laval, Lyon, vous ne voyez pas le résultat puisque le brouillard a interrompu le match à 2 reprises. En définitive, il est allé jusqu'au bout du temps réglementaire et Laval a gagné sur le score de 3-1. Mais Sochaux, vous venez de le voir. Nantes a totalisé contre Nice. Michel, Pécou, Amis et Rampillon de Foix ont marqué pour les Nantais. Nîmes, c'est la deuxième surprise de la journée, battu chez lui par un Marseille sans doute revigoré par l'arrivée de Mario Zatelli. Tout au moins c'est l'explication que l'on va en donner. Paris Football Club qui confirme en battant au Parc des Princes Angers 3-0, début de Agnol, Bravo et Beltramini. Et enfin Reims qui obtient la deuxième victoire cette saison, 2-1 contre Valenciennes. Camara et Santa Maria ont marqué pour Reims. Ce qui nous donne au classement, premier Strasbourg 27 points et un match en moins, deuxième Monaco 24, troisième Saint-Étienne 22, quatrième Lyon et Sochaux 21 points, sixième Nantes 20 points, septième Bordeaux et Lille 19 points, neuvième Nîmes, Bastia, Laval, Metz 18 points, 13e Angers 16 points, 14e Nancy, Paris Saint-Germain, Marseille, Paris Football Club 15 points, les deux clubs parisiens se sont rejoints, 18e Valenciennes, 14 points. 19e Reims, 12 points. Et 20e Nice, 11 points. Et là, vraiment, ça devient pénible pour ces clubs. Résultats maintenant de deuxième division, puisqu'on jouait aussi en deuxième division ce soir. Nous avons les résultats complets, les voici. En commençant, bien entendu, par le groupe A. L'exploit, bien entendu, c'est hier. Montpellier, qui est allé gagner 3-0 à Besançon. Avignon est resté maître chez lui. C'était les deux leaders. Guignon. 4 buts contre Épinal, Auxerre 4 buts contre Melusson, des attaques qui marchent bien, Martigues 3 buts contre Toulouse, et puis une surprise, la victoire d'Ajaccio qui est allé gagner à Saint-Dié. Les Ajacciens paraissent se reprendre.
Toulon a battu Arles sur le score de 1-0. Demain se jouera Cannes-Béziers au classement. Premier, Montpellier-Avignon, 19 points. Troisième, Guignon, 18 points. Quatrième, Auxerre, 17 points. Dans le groupe B, hier soir, Tours a battu Blois sur le score de 2-0. Brest a battu Boulogne, 3-2. Les Boulonnais se sont bien défendus. Rouen concède un match nul à domicile devant Limoges. Dunkerque bat Mulhouse sur le score de 2-0. Angoulême, 3 buts contre Quimper. C'est un peu un exploit. Enfin, Melun tenu en échec par Guingamp. Ce qui nous donne au classement, premier Brest, 19 points. Deuxième Lens, 18 points. Troisième Limoges, 17 points. Voilà. Et maintenant, ça, ce sont un peu les joies de présentateurs de télévision, de responsables d'émission. Sont-ils prêts à Lille ou non? Je l'ignore. J'espère qu'ils sont prêts, parce que sinon je suis obligé de me raconter ma vie, et vraiment, ça ne doit pas être très très intéressant. Georges Dominique, je compte sur vous. J'espère que Lille m'entend et qu'on va pouvoir voir ces 10 minutes de la rencontre de première division. Bastia-Lille, une rencontre de milieu de tableau qui doit bien situer le championnat français à l'heure actuelle. Lille avec son capitaine Bénard en blanc et Johnny Rep pour le Sporting Club Bastia. Alors tout de suite, messieurs, prenons la température, ça marche bien à Lille. 7e fois où vous jouez avec la même équipe, Serge. C'est ça, oui, la même équipe depuis 7 matchs et j'espère que ça va durer sans tout ça. C'est l'homogénéité. À Bastia, quelques petits problèmes. L'infirmerie annonce beaucoup de blessés, hein, Johnny? Mais ça, c'est un dommage. Il y a beaucoup de blessés, mais j'ai confiance dans l'équipe. Voilà, merci, bonne soirée. Monsieur Leloup vous attend. Eh bien oui, Pierre, nous étions donc au stade Grimont-Pré-Joris ce soir à Lille, où il faisait une température extrêmement douce pour voir à l'œuvre deux excellentes formations de première division, le Lille Olympique Sporting Club en maillot blanc opposé au bleu Bastia. Deux formations pour qui ça marche assez bien en ce moment, puisque depuis 3 matchs, elles n'ont pas connu la défaite. Mais il faut dire qu'à Bastia, il manque beaucoup de monde. Yard, Orlanducci, Burkhardt, Lacuesta, Crimo. L'infirmerie bastiaise est très remplie. Il y avait près de 22 000 spectateurs ce soir dans ce stade. Il faut dire que le public n'a pas oublié qu'il y a juste un an débutait l'épopée corse, l'épopée européenne à Lisbonne et à Newcastle. Mais cela s'était le passé et les Lillois avaient la ferme intention de rester maîtres chez eux. Et c'est le Lille Olympique Sporting Club qui, en ce début de match, comme ici avec Cabral, c'est donc Lille qui prenait l'initiative des opérations. L'initiative des opérations et mieux encore, vous allez revoir ce qui s'est passé ici à la 9e minute, un contre, une balle en cloche, Véler et la Poussale, il ne s'est pas aperçu que Pierre Clémelding, le grand blond, avec sa chaussure noire, était dans son dos, et à la 9e minute, Lille prenait l'avantage 1-0. Ça débutait donc très bien pour Lille, et ça nous promettait un match d'autant plus intéressant que les Bastiais allaient être bien sûr obligés de sortir de leur réserve, comme ici avec son brassard de capitaine, Johnny Rep. Les Bleus allaient souvent monopoliser le ballon, mais ça manquait de cohésion et surtout de tranchant. Bastia avec Riesbergen, tentative bastiaise ici, mais la défense lilloise se montrait très décidée. Un match qui commençait au fil des minutes à somnoler. Les deux formations n'arrivaient pas tellement à garder le ballon et à se créer des balles très chaudes, mais le ton devait monter, il faut le dire, après environ une demi-heure de jeu. Comme ici avec le capitaine lillois, Bénard, qui alerte Dos Santos. Olarevic et un tir de Olarevic, le Yougoslave, sur le poteau. Clémelding reprend, non, à côté. Tout ceci à la 31e minute. Le public du stade Grimont-Pré était ravi. Et il faut dire qu'après 30 minutes de jeu, la partie devait singulièrement s'animer. On voyait les Bastiais très peu à l'offensive, sauf ici sur cette action conduite par Ossu. Fort heureusement, le petit ailier corse a perdu le ballon en route et la défense lilloise pourra repousser. Mais c'est encore Lille qui devait attaquer le plus souvent et qui mettait, disons, quelques belles actions à son actif. Lille qui récupère ce ballon avec ici Grumelon qui alerte sur la droite un garçon très vif, très tranchant, l'Argentin Cabral aux prises avec le numéro 3, Marchioni. Cabral, excellent technicien.
Et c'est Simon qui laisse ici passer et un tir de Dos Santos juste avant la mi-temps. C'est dommage, belle action lilloise. 1-0, avantage on peut le dire amplement mérité, mais rien n'était joué. Lille allait-il confirmer? C'est la question que l'on se posait. Ou Bastia au contraire allait-il se montrer plus agressif en cette deuxième mi-temps qui vient de débuter? Eh bien la réponse, on allait la connaître tout de suite. C'est un coup franc ici sur la personne d'Ossu. Remontrance de l'arbitre M. Leloup auprès de numéro 5 Zagar. Je n'ai pas fait exprès, voilà, tout est rentré en ordre. Papy, les Corses déployés, nous jouions la 55e minute, 10 minutes après le début de la reprise. Ici une balle mal repoussée par la défense lilloise, et qui est là, c'est Johnny Rep qui égalise un but partout à la 55e minute. Voilà Grumelon qui a remis dans les pieds de Rep 1-1, ce but jeté un froid dans les rangs nordistes, mais on peut le dire pour le spectacle, c'était tout de même tant mieux car Lille était obligé encore de se montrer à son avantage. Papy, Rep, les Bastiais encore en action cette deuxième mi-temps. Et une tentative ici de Ili, à côté des buts gardés par Bergerot, mais vous le constatez sur ces images, on voyait davantage l'équipe corse en cette deuxième mi-temps. Quelques allées bastières dans les tribunes, où retentit toujours comme à Lens du reste une fanfare, très souvent. Attaque ici par le numéro 11, Olarevic, le Yougoslave, le meilleur buteur. Une très bonne balle ici, tête de Riesbergen. Et c'est Dos Santos qui tente sa chance, fort heureusement. Veller était à la parade et les Lillois obtiennent un corner. On peut dire que depuis le début du match, eh bien, les Lillois ont obtenu corner sur corner. Et c'est bien le 15e qui est voté ici. En tous les cas, les situations se faisaient de plus en plus chaudes devant les buts bastiais. Et on peut le dire tout de suite, ça allait déboucher sur quelque chose de positif. Marc Veller, le gardien bastiais, qui a eu les poings très échauffés au cours de la soirée, car en face de grands gabarits comme Pierre Plemelding, eh bien, on ne peut que prendre ses points pour dégager. Corner sur corner. Veller qui plaçait sa défense. Là-bas, de l'autre côté, au corner, c'est Didier Simon, qui a pris hier sa présélection pour le match France-Espagne. Et en face de lui, Ossu, balle bien partie. Nous jouons ici la 57e minute de jeu. Olarevic, toujours très présent. Regardez cette balle, donnée par Dre aussi. Dos Santos, sur la gauche, la balle, les Bastiais lèvent le bras. Eh bien non, Monsieur Plemelding n'était pas hors jeu. Et c'est Cabral ici, qui à la 58e minute donne l'avantage aux Lillois 2-1. Regardez bien, au départ de la balle, Plemelding n'est pas hors jeu. Top, Plemelding était en retrait. Vous voyez que Riesbergen a levé le bras, mais à son grand tort, et les Lillois par Cabral prennent l'avantage 2-1 par conséquent. Martialis, le jeune de 17 ans, était rentré du côté de Bastia. Bastia qui ici, quelques minutes plus tard, grâce à un excellent Johnny Rep, nous allons revoir ce but merveilleux de Rep. Rep qui obtient ici l'égalisation de partout à la 73e minute de jeu. Cela nous promettait encore un match très enlevé dans l'ultime quart d'heure. 2 buts de Rep côté Bastiais, 2-2, Veller toujours à la parade, et une balle ici de Grumelon sur le poteau, à quelques minutes de la fin. Finalement, 2-2, les deux équipes n'arrivaient pas à se départager. On peut le dire, davantage d'occasions côté lillois, mais plus de répondants, vous l'avez constaté en fin de match du côté Bastiais. Un match nul, on peut le dire, presque logique. C'est la dernière attaque et nous allons retrouver les principaux protagonistes.